Nous accueillons, nous aussi, aujourd'hui, des travailleurs de la mer. Ces métiers de la mer dans des domaines très différents. Je vais vous présenter nos invités au fil de l'eau. Et je vais commencer avec vous, Geoffrey Ménard. Bonjour, vous avez un micro ouvert devant vous. Vous êtes pêcheur, mais également président du comité départemental des pêches du Var et des élevages marins du Var. Pourquoi vous avez choisi ce métier de pêcheur ? J'ai choisi ce métier de pêcheur tout simplement par passion. Par passion de la mer, ayant grandi au bord de l'eau. Et voilà. Vous avez un très beau tatouage sur la main. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir. Alors, il y a une tête de mort pirate. Et puis, il y a un très beau poisson. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Saint-Pierre. C'est un Saint-Pierre. Pourquoi vous avez choisi ce Saint-Pierre ? C'est l'emblème de la prud'homie de Saint-Raphaël. Ah oui, d'où vous êtes originaire. Exactement. Alors, vous êtes pêcheur, mais pas que. Vous avez aussi choisi de prendre des engagements. Donc, je le disais, au sein du comité départemental des pêches du Var et des élevages marins. Pourquoi vous avez choisi de vous engager pour votre profession ? Alors, j'ai choisi de m'engager dans ma profession parce que, tout simplement, changer le monde, ça commence par se changer soi-même. C'est ce que j'aime dire. Et c'était facile de râler tous les jours sur les quais, mais de ne rien faire pour essayer de changer et de défendre le métier que j'aime et que j'aimais tant. C'était pas comme ça que ça marchait. Donc voilà, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir y aller. Et puis, je le fais toujours de bon cœur. Voilà. Quels sont les thèmes que vous défendez au cœur de ces mandats que vous avez ? Ils sont vraiment multiples. Ça va de simples querelles entre pêcheurs jusqu'à des querelles entre pêcheurs et l'Europe. Voilà, pour essayer de... Pas la même échelle. Voilà, c'est pas la même échelle du tout, non. Et quand deux pêcheurs se disputent, c'est à quel sujet, par exemple ? Alors, quand deux pêcheurs se disputent, déjà, en premier abord, ça va être au prud'homme, donc qui font partie intégrante de la prud'homie de pêche, du coup. C'est un peu comme les tribunaux de pirates dans Pirates des Caraïbes, voilà, c'est pareil. Quand il y a une querelle entre deux pêcheurs, ça va être pour des histoires de territorialité, ou alors, comment dire, d'engins dégradés, mais c'est jamais réellement volontaire. Voilà. Un engin qui passe sur un autre, etc., pour un art traînant. Donc c'est des filets qui sont remorqués, pour des arts dormants qui, eux, sont fixes. C'est des querelles assez légères, mais qui, parfois, avec la fatigue, prennent un peu plus d'amplitude. Voilà. Vous nous parlerez des querelles avec l'Europe un peu plus tard dans ces échanges. À vos côtés, Vincent Rigaud. Bonjour Vincent Rigaud, je vous en prie, prenez un micro. Vous êtes le directeur du Centre Méditerranée de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. La mer, c'est vaste, les métiers de la mer encore davantage. Chez vous, on l'explore, on l'étudie. On ne fait pas que compter les poissons, n'est-ce pas ? Ah non, parce que nos collègues pêcheurs, ils ne sont pas toujours d'accord avec la façon dont on compte les poissons. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est surtout de compter les pêcheurs dans 10 ans, dans 20 ans, et de trouver des moyens de pêcher, on va dire, mieux et de manière adaptée par rapport à l'évolution des écosystèmes et de la ressource. Donc il faut effectivement, nous, on va, en tant que scientifiques, on va évaluer les ressources, ce qui va permettre à l'Europe de positionner un certain nombre de choses. Mais bon, au-delà de l'évaluation des ressources, ce qui nous intéresse également, c'est de modéliser cette évolution et éventuellement de proposer des solutions pour restaurer. Alors, j'aime pas le terme de stock, parce que c'est pas des stocks, mais la ressource en tant que telle. Donc, on travaille assez régulièrement avec nos collègues pêcheurs sur ce sujet-là. Mais c'est pas le seul sujet sur lequel l'IFREMER est impliqué. Nous, on est un institut de recherche, le seul complètement dédié à l'océan en France, mais on représente qu'un quart de la recherche océanographique. Le reste se fait dans les universités, au CNRS, dans d'autres instituts. Et pour revenir sur les métiers de la mer, nous, on a une particularité, c'est qu'on opère une flotte, pas de pêche, mais une flotte océanographique de 17 navires, et on explore l'océan dans toutes ses dimensions, de la surface jusqu'au fond, et de la côte au large. Donc ça, c'est une spécialité, avec en particulier des systèmes, on va dire, d'observation des grands fonds marins. Pour nous, ça va très profond, ça va jusqu'à 6000 mètres d'immersion, avec des outils robotisés, donc des métiers un peu particuliers. Il n'y a pas que les métiers de l'halieutique, il n'y a pas que les métiers de l'aquaculture, il n'y a pas que les métiers de l'environnement qu'on va travailler à l'IFREMER, il y a aussi tous les métiers technologiques qui permettent de mettre en œuvre tous les outils qui nous permettent d'explorer l'océan dans toutes ses dimensions, de le modéliser pour prévoir un petit peu le futur et éventuellement proposer des solutions pour restaurer ce qu'il y a à restaurer.
Donc vous avez toutes sortes de métiers au sein de l'Ifremer. Hein. Vous avez des gens qui naviguent, il y a aussi des métiers d'ingénierie, vous le disiez, mais c'est très très vaste le nombre de métiers liés à la mer que vous comptez au sein de l'Ifremer. Oui, alors c'est vaste et c'est petit. L'Ifremer, c'est 1500 personnes. Ça paraît beaucoup, mais on est sur tous les océans du globe. On est sur 24 sites. Hein, donc, moi, j'en pilote 8, dont les sites outre-mer. En Guyane, on a des questions autour de la crevette. Dans l'océan Indien, on a des questions autour d'un certain nombre d'éléments de pêche, mais pas que. Mais il y a aussi toutes les questions liées à la pression anthropique et à l'environnement. Hein, donc, le suivi des contaminants, enfin, un certain nombre de choses. Donc, tous les métiers, effectivement, sont regroupés. Donc, finalement, ce qui est un peu particulier, c'est comme sur un bateau de pêche. On a beaucoup de monde, mais on a beaucoup de sujets, ce qui fait qu'on est souvent seul sur nos sujets. On est seul sur nos bateaux, on est seul sur nos embarcations, on est seul sur des sujets qui parfois sont beaucoup plus vastes. Donc on est aussi amené à travailler en partenariat avec les professionnels de la mer, mais également avec les autres chercheurs dans les autres instituts. Quand je discutais avec vous des métiers justement que vous pilotez, je me suis rendu compte qu'on ne choisit vraiment pas de travailler avec la mer, pour la mer, par hasard. Est-ce qu'il y a ce point commun chez vos collaborateurs d'avoir un attrait particulier pour la mer? Oui, alors il faut un attrait pour la mer, parce que un océanographe, quand même, le principe, c'est qu'il ne passe pas sa vie derrière un écran à modéliser l'océan. Il faut qu'il embarque. On organise une centaine de campagnes océanographiques par an, ce qui mobilise environ 8000 personnes par an sur les navires. Donc nécessairement, il faut avoir un attrait physique pour l'océan. L'océan, on ne le ressent pas uniquement derrière une équation différentielle ou derrière un modèle. Hein. Donc il faut à la fois cet attrait physique et être en mesure de l'observer. Donc pour l'observer, il faut être dessus ou dessous. Enfin moi je suis plutôt du dessous, mais être sous l'océan. Et puis ensuite, il faut utiliser toutes ces observations pour pouvoir faire des choses qui nous permettent d'aller au-delà de l'observation. Et là, il faut de l'intelligence artificielle, il faut de la modélisation, il faut l'observer depuis les satellites, il faut l'observer depuis les bateaux, il faut l'observer depuis des observatoires sous-marins, et agréger ces données avec des nouveaux métiers qui aujourd'hui sont peut-être difficiles d'ailleurs à mobiliser sur l'océan, qui sont ces métiers des nouvelles technologies du numérique, qui sont vraiment nécessaires pour agréger toutes ces données et en tirer quelque chose, quoi. C'est-à-dire que vous, c'est votre passion, je pense qu'on peut le dire, la mer. Moi, je fais ça uniquement pour nourrir ma famille, hein, comme nous tous ici. Hein. Bien sûr. Et c'est votre passion. Et par contre, effectivement, pour des data analystes, travailler pour la mer ou pour la banque ou pour la tech, c'est moins facile d'attirer les talents. Oui, et puis on a peut-être aussi des évolutions dans les générations. Moi, quand j'ai démarré dans ce métier-là, je savais que j'allais passer 3 ou 4 mois en mer par an et que j'allais faire le tour du monde 20 fois dans ma carrière. Et ça m'attirait. Et le salaire, je ne regardais pas, moi, à l'époque. Aujourd'hui, on est dans une société un petit peu différente. Les jeunes qu'on embauche, je ne dis pas qu'ils ont besoin d'aller chez eux tous les soirs, mais ils ont besoin d'avoir un contact avec chez eux tous les soirs. Alors c'est possible aujourd'hui à partir des navires. Hein, on arrive à déployer des réseaux sociaux au fin fond de l'océan. Mais voilà, on n'a pas tout à fait le même type de recrutement aujourd'hui. Il ne suffit pas de leur dire qu'ils vont faire le tour du monde. Il faut leur dire aussi qu'ils vont manipuler des choses de pointe, que ce qu'ils vont faire aura in fine un sens sur la restauration et la protection des océans, mais c'est peut-être plus compliqué qu'avant. L'exploration ne suffit plus, il faut proposer autre chose. À la naissance de la vocation, il y a le CFA. Sylvie Revès, vous dirigez le CFA, donc c'est un centre de formation d'apprentis à La Seyne-sur-Mer. Et à ce titre, vous êtes là, à la naissance de cette vocation pour la mer et les métiers de la mer. Est-ce que vous pouvez nous parler des jeunes que vous accompagnez? Quel est leur profil? Quels sont les métiers qui les intéressent, auxquels vous les formez? Alors, très souvent, ce qui va être le premier mouvement d'impulsion et qui va déterminer en tout cas l'envie de nos apprenants à venir intégrer notre centre de formation, c'est souvent une passion pour la mer, évidemment. Hein, c'est quand même le dénominateur commun. Donc nous, on est sur des formations sur de la réparation, sur de la maintenance. On est sur des formations métiers embarqués, donc là, on est plutôt sur un public en reconversion. Sur le public jeune, vraiment sur le public apprenti, et donc qui va travailler sur le composite ou sur de la sellerie, on est vraiment sur cette envie de liberté. Et il y a vraiment une envie de travailler à l'extérieur, dans un cadre, en étant à proximité de la mer. Donc c'est vraiment ce qui va déterminer en tout cas le choix de nos apprentis à venir sur l'établissement. Donc on est essentiellement sur l'industrie nautique, même si on a quelques apprentis dans des structures telles que
enfin on a eu quelques apprentis chez Naval Group, mais on est vraiment essentiellement sur un tissu d'entreprise plutôt sur de l'industrie nautique. Et après on propose aussi des formations, donc plutôt sur des métiers embarqués, donc là sur des capitaines de bateaux, avec des modules pêche éventuellement, sur des brevets de mécaniciens. Donc on a 2 cursus, on a un cursus pont et un cursus machine, donc qui recouvre à peu près l'intégralité de nos formations. Et la mer continue d'avoir du sens, vous le disiez, hein, c'est plutôt des jeunes gens d'ailleurs que vous avez là. C'est quoi la moyenne d'âge, vous diriez? Alors le public apprenti, on est plutôt sur un public qui démarre à peu près entre 15-16 ans, plutôt 16 ans. C'est vrai qu'on est plutôt sur un profil de jeunes majeurs essentiellement. Oui, vous le disiez, pour des CAP composites, des bacs pro, maintenance nautique, en fait, vous faites aussi ce constat qu'il y a beaucoup de métiers qui sont peut-être pas si connus que ça du grand public, y compris dans notre région maritime. En effet, alors c'est vrai que toutes ces formations et ces métiers, les métiers, comme vous disiez, sont multiples. Hein. Il y a vraiment une multitude de métiers, donc c'est pas évident de réussir à faire une cartographie de tous ces métiers-là. Et on a monté un projet dernièrement, c'était à la demande donc c'est un projet qui a été porté par l'Université de Toulon. Donc l'objectif était justement de travailler sur l'attractivité des métiers, sur les filières. Donc j'ai Laurence Bossu qui est ma consoeur qui est présente aujourd'hui et qui est co-responsable de ce plateau. Voilà, donc l'objectif c'était vraiment de travailler, d'informer, de faire découvrir et de créer, pourquoi pas, quelques appétences sur ces métiers-là. Ouais. Ça c'est un sujet qui vous concerne aussi, Stéphane Perron. Je vous présente, vous êtes directeur adjoint de la DIRM, la Direction interrégionale de la mer Méditerranée. Vous travaillez pour ce qu'on appelait avant les affaires maritimes, qui sont devenues l'administration de la mer, c'est comme ça qu'on dit maintenant? Bonjour à tous. Oui, c'est l'appellation historique Affaires maritimes, et en 2012, une réorganisation des services de l'État, et cette nouvelle dénomination a été trouvée, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens marins qui continuent de parler des affaires maritimes, voire même de l'inscription maritime, qui était l'appellation encore précédente, jusque dans les années 60. Ça date de Colbert, c'est ça? Oui, c'est une très vieille administration, oui, tout à fait. C'est quand même assez ancien. Alors votre rôle est pluriel, hein, ça couvre un scope de services non techniques en ce qui vous concerne, comme le contrôle en mer, le soutien économique à la pêche, mais aussi la formation professionnelle. C'est un enjeu important, des marins, matelots, mécaniciens. Et le contrôle des brevets pro délivrés, notamment par les CFA comme celui de la Seine-sur-Mer. Vous venez contrôler qu'on est sur des bons standards. C'est vrai que la mer, ça fait rêver. Je ne sais pas si ça vous fait rêver, je l'espère. Nos invités l'ont souligné. Mais vous aussi, vous avez relevé que ces métiers étaient assez méconnus et que c'était d'autant plus surprenant aussi parce que nous, on est très très proche de cet élément, la mer, qu'on connaît finalement pas si bien dans la vie civile, je dirais. Oui, c'est vrai. On a aujourd'hui 2 difficultés dans le secteur maritime. C'est d'attirer des jeunes, notamment pour procéder au renouvellement des générations, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de marins professionnels qui font valoir leur droit à retraite. Il faut bien les remplacer. Et jusqu'à présent, le vivier traditionnel, c'était la famille. C'était le fils, c'était le neveu, c'était le cousin, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne fonctionne plus. Il faut aller plus loin, il faut élargir le vivier, il faut aller recruter, faire connaître les métiers de la mer un peu à l'intérieur des terres, de départements qui sont peu traditionnellement tournés vers la mer. Il faut trouver de nouveaux. Et puis le deuxième enjeu que l'on a, c'est non seulement il faut attirer, il faut former, mais il faut fidéliser également. Ça, c'est une deuxième difficulté. C'est que parfois, on a des jeunes qui se forment pendant 2, 3, 4 ans, travaillent pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis se rendent compte que finalement, c'est un métier qui est trop difficile, très loin de chez soi, comme le disait le président tout à l'heure, et que ça ne correspond plus forcément aux attentes. En plus, c'est un métier dangereux. C'est un métier qui n'est pas forcément très agréable au mois de décembre, janvier. Il y a tous ces facteurs-là qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à la fois à attirer et à fidéliser. Donc c'est un vrai enjeu. Et puis, une difficulté que l'on a, alors je fais un peu l'autocritique de l'administration avant que quelqu'un d'autre s'en charge, mais on est face à un paradoxe. On est face à la liberté des mers, l'envie, l'attirance vers les grands espaces, etc. Mais on est aussi dans un métier, marin professionnel, c'est un métier extrêmement contraint. C'est-à-dire que l'entrée dans la profession n'est pas libre. Vous, demain, si vous souhaitez vous reconvertir, vous ne pourrez pas acheter un bateau et le faire comme ça. Alors, ce n'est pas un métier contingenté, comme certaines professions, mais il faut quand même réunir un certain nombre de conditions pour devenir marin professionnel
marins professionnels, que ce soit au commerce, à la pêche ou à la plaisance professionnelle. Il vous faut une aptitude médicale. Il faut, pendant longtemps, il fallait être de nationalité française. C'était un monopole réservé aux nationaux. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est ouvert à tous les citoyens de l'Union européenne et à beaucoup de pays avec lesquels on a des accords historiques, des pays africains notamment. Mais il faut que vous ayez une formation professionnelle. Et si vous n'avez pas ce brevet-là, eh bien, vous ne pouvez pas commencer à travailler. Donc il y a ce paradoxe entre un milieu très libre, ou en tout cas d'apparence très libre, et beaucoup de gens qui nous disent mais en mer on fait ce qu'on veut. En fait, on ne fait pas vraiment ce qu'on veut. Et puis après, il y a d'autres problématiques de licence de pêche, etc., pour le cas spécifique de la pêche, où on rajoute encore, je dirais, une strate d'obligations. Et c'est vrai qu'au final, ben, on peut avoir des jeunes qui ont envie au départ, et dont l'envie se retrouve un petit peu freinée par eh bien, cet ensemble de conditions administratives à réunir. Du coup, il y a pas mal de métiers qui recherchent à attirer, à fidéliser. Bon, la pêche, vous le disiez, conchiculture, aquaculture. Vous avez créé des campagnes de sensibilisation à ces métiers. Vous êtes venu avec un des clips, notamment, je crois, qui a été réalisé. Peut-être on va pouvoir le regarder ensemble, puis vous nous expliquerez quelle est l'idée derrière cette campagne. Si Maximilien veut bien nous envoyer ce clip. Ou pas. Peut-être pas. Ah si. J'ose pas poursuivre si ça part, je veux pas que vous ratiez le début. Juste peut-être en deux mots, indiquer que c'est une campagne qui a été lancée par le secrétariat d'État à la mer, Ouais. donc il y a 2 ans, avec un certain nombre de visuels, à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Il y avait Le Monde du Vivant, qui est une campagne qui a eu beaucoup de succès, qui concernait également le secteur de l'agriculture. Et l'idée, c'est justement de faire découvrir, donner envie de se renseigner, de franchir la porte d'un centre de formation ou de l'administration pour se renseigner. Et aussi pour féminiser les métiers, puisque la mer, c'est encore un secteur où malheureusement les femmes sont très peu représentées. Dans le secteur de la pêche, je crois que dans la région, c'est 4% seulement des emplois. Donc c'est très faible. Et souvent des emplois à terre, de gestion, de transformation, de mariage, poissonnerie, etc., mais pas des emplois de marins. Donc ça évolue. Ça augmente. Je crois que ça a doublé en l'espace de 10 ans, le nombre de femmes dans le secteur de la pêche, mais c'est encore très, très, très réduit. Donc, et c'est un des enjeux, justement, pour procéder au renouvellement de génération dont on parlait. Très important. Je ne sais pas si c'est prêt, sinon on va poursuivre. Je ne veux pas vous mettre en difficulté, chers amis. Mais c'est vrai que ce clip a cette... Bon, c'est superbe, merci. Prendre des couleurs, prendre le large. On peut courir, nager, surfer, jouer, faire la planche, regarder l'horizon ou trouver son horizon professionnel. À la mer, on peut devenir pêcheur, convoyeur, architecte naval, technicien de maintenance éolien, biologiste marin ou conchiliculteur. On peut travailler sur un navire, dans une salle des machines, un atelier, sur la terre, en mer, les pieds dans l'eau, au port ou même très très loin au large. La mer embauche. Ouvrez-vous de nouveaux horizons sur métier.mer.gouv.fr. Ce qui est fort, c'est effectivement de recenser tous ces métiers possibles et on voit la diversité des parcours possibles. À vos côtés, Stéphane Perron, une consoeur, si vous voulez bien lui prêter votre micro, c'est gentil. L'administrateur en chef de première classe, Amélie Chardin, chef de la division Action de l'État en mer. Bonjour Amélie. Bonjour à vous. Vous travaillez aux côtés du préfet maritime, dont l'une des prérogatives est la préservation de l'environnement. D'ailleurs, vous dépendez aujourd'hui du ministère de la Transition écologique. Alors, pas tout à fait. Statutairement, je suis comme Stéphane Perron, je fais partie de la maison Affaires maritimes et dans les fonctions que j'occupe, je suis détachée au sein de la préfecture maritime pour appuyer et diriger la division Action de l'État en mer, donc au profit du préfet maritime. Je suis interministérielle, je dépends en fait du Premier ministre, du secrétariat général de la mer et de l'ensemble des ministres.
parce que ça m'avait marqué quand on avait échangé ensemble sur le fait que vous aviez effectivement une mission autour de cette préservation de l'environnement. Il y a 3 préfets maritimes, peut-être qu'il faut le rappeler, 3 préfets maritimes en France métropolitaine, un par face maritime sur notre pays. Dans les grandes lignes, qu'est-ce que l'État leur demande de faire ? Alors, si on remonte un petit peu dans l'histoire, les préfets maritimes, au départ, ils ont été mis en place par Napoléon pour gérer les rades, pour organiser ce qu'on appelle, nous, la police sur le plan d'eau. Et de fil en aiguille et de catastrophe en catastrophe, quelque part, les prérogatives des préfets maritimes se sont étendues à la lutte contre les pollutions maritimes, donc venant de la mer, et puis progressivement à la prise en compte de l'enjeu environnement marin, préservation et maintien en fait de la biodiversité marine. À travers de nouvelles compétences, le préfet maritime aujourd'hui est un préfet coordonnateur qui planifie en mer avec l'appui d'un conseil maritime de façade qui représente en fait toute la filière maritime, les métiers de la mer, les filières industrielles, les filières également tout ce qui est association environnementale. L'objectif aujourd'hui, c'est de se dire qu'en mer, la mer n'est pas un milieu ouvert, la mer n'est plus l'espace de liberté, en tout cas, que tout à chacun pense. Quand on prend la mer aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles. Déjà, il faut être formé, qu'on soit marin professionnel ou même marin de plaisance. Et puis ensuite, une fois qu'on est en mer, il y a un certain nombre de règles d'encadrement à respecter. Et on se rend compte aujourd'hui que, suivant ce que l'on souhaite faire en fait de nos espaces maritimes, si l'on veut à la fois continuer à les développer de façon durable et en même temps les préserver, eh bien, il faut planifier. Je prendrai un seul exemple qui est celui du développement de l'éolien. Indépendamment de pour ou contre les éoliennes en mer, il y a un objectif de transition énergétique. La mer a été identifiée comme un facteur et un foyer en tout cas pour être déterminant dans cette transition énergétique. Et donc aujourd'hui, il faut pouvoir être en mesure de déterminer quelles zones seraient prioritaires à l'éolien, quelles zones sont traditionnellement dédiées à des activités historiques comme la pêche, quelles zones seraient par exemple demain dédiées peut-être à des panneaux solaires en mer. Enfin, l'objectif de planification aujourd'hui prend tout son sens. La planification, c'est le mot d'ordre, et la définition de zone, il en existe plusieurs. Vous en avez évoqué certaines, des zones marines protégées, des zones de protection forte, voire intégrale, des endroits où on ne peut pas ni aller ni pêcher. Comment ça marche ? Alors aujourd'hui, en mer, c'est un peu comme à terre. On a un millefeuille, on a des endroits qu'on appelle des aires marines protégées, où on peut faire ou ne pas faire certaines choses. Dans un parc national comme le parc des Calanques ou le parc de Porquerolles, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Dans un espace Natura 2000, on peut être plus permissif. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire ? Par exemple, dans un parc national, quand vous êtes pêcheur plaisancier, vous devez vous astreindre à un panier qui est composé avec un certain nombre de poissons, de quantité. Et bien sûr, dans l'optique d'une seule consommation familiale, quand vous êtes dans une zone très très préservée comme dans une réserve naturelle marine, vous n'avez même pas le droit de pêcher et dans certaines zones, la plongée est même contingentée. Donc en fait, en fonction des espaces, en fonction des habitats à protéger et aussi pour réguler une certaine surfréquentation, parce que la mer, elle attire beaucoup et elle attire beaucoup aussi de tourisme, tout ce qui draine une économie. Et beaucoup de monde veut profiter de la mer et à un moment donné, il faut aussi savoir préserver en contingentant. On rencontre finalement en mer les mêmes difficultés qu'à terre pour l'accès à certains sites. Dans vos missions, il y a un peu cette idée du en même temps, c'est-à-dire qu'on va essayer de développer l'économie de la mer, une économie bleue, préserver un certain modèle de pêche, en même temps accompagner l'engouement pour la plaisance, les plaisirs de la mer, le littoral, essayer toujours de concilier la protection de l'environnement et les activités humaines autour de la mer. Est-ce que c'est comme ça que vous avez l'impression de travailler, toujours sur cet équilibre-là ? Tout à fait, c'est le sens même des missions en fait, du préfet maritime, c'est faire cohabiter les usages. Pendant très longtemps, les usages en mer se sont limités aux gens de mer, c'est-à-dire aux gens vraiment qui naviguaient
qui pratiquaient soit une activité de pêche professionnelle, soit qui étaient des plaisanciers avertis. Aujourd'hui, avec le développement des activités nautiques, le boom des activités de plaisance, essentiellement en infralittoral, aujourd'hui, il faut concilier tout ça. C'est-à-dire que, par exemple, l'été, les touristes se baignent la journée, et dans la même zone, certains pêcheurs vont aller défiler la nuit. Voilà, donc il faut interdire la baignade de nuit, par exemple. Et en même temps, il faut aussi permettre l'activité de certaines nouvelles choses qui apparaissent tous les ans avec l'essor de tout ce qui est électrique, hein, le kayak électrique, le paddle électrique, le surf électrique, la trottinette des mers. Donc tout ça qui exige en fait une certaine agilité, mais aussi se dire que, eh bien non, il y a certains espaces qui seront interdits à ce type d'engin. Alors, la table ronde évoque notamment les enjeux environnementaux. Geoffroy Ménard, est-ce que les pêcheurs, Geoffrey Ménard, bien sûr, beaucoup plus frais, est-ce que les pêcheurs participent aux réflexions sur la conciliation justement de l'exploitation et de la préservation de l'environnement? Est-ce que vous faites partie de cette réflexion? Alors nous, on a toujours fait partie de cette réflexion, et ce depuis les premières prud'homies de pêche. Donc ça remonte au roi René. On a des modèles de gestion par prud'homie avec une réglementation qui est propre à chaque section, donc qui est réellement adaptée à l'environnement. Donc c'est mis en place par les pêcheurs, et généralement c'est même beaucoup plus restrictif que la réglementation nationale. Alors, il faut savoir que les prud'homies c'est propre à la Méditerranée, juste à titre informatif. Du coup, on participe à ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des objectifs nationaux pour des ZPF, des aires marines protégées, des gestions des stocks, excusez-moi j'ai dit stock, et de l'habitat, qui sont pour nous aussi très importants, parce que c'est bien de pêcher du poisson, mais c'est bien de pouvoir en pêcher demain aussi, et c'est très important. Donc, on met en place certains modes de gestion. Nous, parfois, on a besoin aussi de mettre en place d'autres modes où on fait appel à l'État pour des cantonnements de pêche ou autres. Il y a d'autres entités qui font appel à nous pour dire voilà, on aimerait mettre en place une réserve, une aire marine protégée. On a besoin de votre savoir empirique là, à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur telle ou telle espèce? Parce qu'il n'y a pas forcément un état sur un état des stocks ou même un état de l'habitat sur chaque espèce, chaque milieu, parce que c'est complexe, la mer est immense. Alors on essaye un petit peu de tout rassembler et de dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour demain et pour tous les usagers du coup de cet endroit-là. Voilà, que ce soit pêcheurs, plaisanciers, plongeurs, on essaye d'avancer ensemble main dans la main. C'est pas toujours facile, mais on essaye. Donc avec l'État, ça va. C'était quoi la question? Parce que vous nous parliez de l'Europe. Vous avez laissé entendre que c'est plus difficile de discuter à l'échelle de l'Europe. Est-ce qu'à l'échelle de notre pays, vous avez des discussions, des réflexions et vous trouvez des terrains d'entente sur justement le savoir-faire et les demandes qui vous sont faites de préservation ou... Est-ce qu'il y a un consensus ou pas? Sans rentrer dans le détail, cher ami. Hein. Je vais vous répondre simplement, c'est comme une espèce de thérapie de couple continue. Oui. Voilà. Chacun essaye de faire des concessions. Des fois, il y en a un qui essaie de mentir à l'autre pour dire non mais t'inquiète, ça va bien se passer. Voilà, c'est très bien résumé. Voilà, je veux me fâcher avec personne, non, surtout pas avec l'État, mais il y a du dialogue. C'est ce qui compte. Par moment, comme dans un couple. Des fois, il n'y en a plus non plus. Pourquoi c'est plus compliqué avec l'Europe? Alors là, c'est comme faire une thérapie de couple avec une ex. Donc c'est encore plus... Voilà. L'Europe, pourquoi c'est compliqué? Parce que nous, pêcheurs, j'ai vraiment pas envie de vous parler de politique là-dessus. On n'a jamais vraiment voulu y être. Et depuis qu'on y est, en tout cas pour nous, pêcheurs, et je ne veux pas être familier non plus dans mes propos, c'est très très compliqué et on a du mal à l'accepter. C'est un sujet politique. Oui, c'est politique parce que depuis qu'on y est, les modèles de gestion, pour nous, je vais parler à mon échelle pour le Var, du moins pour la Méditerranée, on a l'impression qu'ils ne sont vraiment pas adaptés et on souffre énormément.
d'être dans l'Europe. C'est ce qui décourage aussi beaucoup de personnes dans la profession. Est-ce que vous avez un exemple de ce qui peut être justement... Non, mais je ne veux pas vous mettre en difficulté. Mais un exemple concrètement... Une grosse contrainte pour nous? Oui, c'est quoi une grosse contrainte venue de l'Europe? Une licence de pêche européenne? Oui. Et donc c'est ce qu'on a sur chaque navire. Donc c'est coûteux? Alors c'est pas coûteux. Légalement, ça ne se monnaie pas. Après, dans la pratique, voilà. Non, mais c'est là que vous vous faites pas des copains, c'est à en dire des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai, parce qu'ils sont au courant de tout, ils savent très bien ce qui se passe. Donc ça se monnaie pas, donc c'est quoi? C'est contraignant parce que vous avez un cahier des charges. C'est attaché au navire, en fait. Oui. C'est voilà, un couple navire-licence. Il faut savoir qu'une licence de pêche, ça peut se perdre aussi, pour plusieurs raisons. Si nous, on travaille moins de 6 mois dans l'année, on perd notre licence. Voilà. Après, il existe des possibilités mais c'est assez complexe, de la pêche mono-espèce, de la pêche saisonnière. Mais voilà, dans la généralité, il faut qu'on ait au moins 180 jours de mer pour conserver notre licence de pêche. Et ça fait quand même beaucoup de complexité. Ça demande beaucoup d'obligations déclaratives. Et je vais essayer de ne pas rentrer dedans parce que... Non, c'est des contraintes en plus. C'est des contraintes qui pèsent et qui se rajoutent à des contraintes d'entrepreneurs. Vraiment, ouais. Ouais. C'est ça qui est difficile. En revanche, sur les aspects environnementaux, vous êtes plutôt aligné avec ce qui est demandé sur la préservation des espèces. Vous le disiez, vous, ce qui compte, c'est que vous ayez encore des poissons à pêcher dans 10, 20 ans. Donc là-dessus, il n'y a pas de... vous savez, quand il y a des débats sur l'agriculture, il y a toujours ces débats sur la préservation ou non de l'environnement dans les méthodes de travail. Vous êtes plutôt aligné avec la demande. Alors oui, on n'est pas aligné avec l'Europe, on est aligné entre nous. Voilà. Nous, les modes de gestion, généralement, les réglementations prud'homales n'ont pas changé depuis 200 ou 300 ans. Et ça marche toujours très très bien. Ça a été fait pour, à l'époque, 80, 100 pêcheurs par prud'homie. Aujourd'hui, on est 10, 15. Ça convient fortement. On a même des tirages au sort pour les postes, pour les poissons, pour que pas toujours la même personne soit au meilleur des postes. Donc tous les jours, on tire au sort et on se partage la ressource. Gestion d'un bien commun. Ces enjeux environnementaux, Sylvie Revest, ils ont commencé bien sûr à intégrer les modules de formation. En quoi ça intervient justement dans les formations que vous donnez? Quels sont les exemples d'enjeux environnementaux qui sont enseignés aujourd'hui auprès des apprentis? Alors on a deux types, on a ou de l'enseignement ou de la sensibilisation tout simplement. Donc en fait, on s'appuie sur tous les dispositifs de sensibilisation qui existent dans le secteur, notamment le projet Calypso porté par le Conseil régional. On a Théma Passion Bleue porté par le Théâtre Liberté. Donc on est toujours très friands et on accompagne nos apprentis. L'idée, c'est de les sensibiliser à la notion environnementale. On a pu participer à une visite aussi d'un bateau, la Talente, qui est... géré par Yves Robert. Donc voilà, l'objectif c'est d'aller toujours sur ces actions de sensibilisation. On a intégré depuis peu, c'était à la demande des pouvoirs publics, notamment de la région, on a intégré des modules sur l'éco-gestion des milieux marins. Donc sur certaines formations, et notamment des formations embarquées, on va rajouter ce module pour pouvoir justement avoir une prise de conscience plus poussée de la notion environnementale. Après, dans notre pratique pure, par exemple, en composite, on va travailler la fibre de lin, par exemple, pour essayer de sensibiliser un maximum les apprenants dans le cadre du centre de formation. La fibre de lin, des résines biosourcées, c'est ça? Oui, aussi, oui, dans la pratique professionnelle. Un peu d'hydrogène? Alors, l'hydrogène, c'est un sujet qui est en cours, qui est notamment... la Chambre de commerce elle a porté toute une étude sur ce sujet-là. Donc on a en effet, la demande du Conseil régional, notamment sur les formations embarquées, on est allé sur la sensibilisation, sur l'information, sur ce que c'est que l'hydrogène, même si on reste toujours assez prudent, puisque c'est un sujet qui n'est pas complètement finalisé comme énergie, comme modèle énergétique de demain. Stéphane Perron, vous pouvez en témoigner, la difficulté pour la formation, c'est que non seulement ça repose sur des standards qui sont internationaux maintenant, donc il faut qu'on ait la même règle partout, et puis les modules ne se substituent pas les uns aux autres, ils s'ajoutent. Et donc ça, c'est le travail que vous faites, d'essayer d'avoir des formations qui ne durent pas 12 ans et qui en même temps sont des standards où les apprentis pourront travailler partout dans le monde.
Oui, c'est une des grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés, puisque la plupart des brevets, notamment les brevets les plus importants, hein, doivent être conformes à une convention internationale qui s'appelle la convention STCW, que la France a signée et ratifiée, une convention de l'Organisation maritime internationale. Et donc les formations qui doivent être mises en place aussi bien à l'École nationale supérieure de la marine que l'on appelait auparavant l'école les hydros, hein, les écoles de la marine marchande. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une école nationale qui est basée au Havre avec des antennes, dont une antenne à Marseille, à la Pointe-Rouge. Eh bien, toutes les formations, par exemple, de capitaine, de navires marchands de grande taille, etc. Eh bien, tous les référentiels doivent être conformes aux standards STCW. Et lorsque l'on veut rajouter un module, eh bien, ce module n'écrase pas ou ne remplace pas un module existant. On prend l'exemple de l'hydrogène. Bon, aujourd'hui, il y a tout un tas de formations qui intègrent des modules à l'hydrogène, à l'électrique, à l'hybride, etc. Mais pour autant, on n'arrête pas d'apprendre aux navigants le moteur diesel. Donc, vous avez déjà un tronc commun de propulsion diesel qui est conséquent et qui est renforcé d'année en année. Et à ça se rajoutent les nouveaux modes de propulsion. Le Vélic, par exemple, réapparaît dans les programmes, propulsion à la voile, non pas pour remplacer le moteur diesel, mais pour venir limiter, je dirais, la consommation de carburant fossile et venir soulager le moteur. Bon, ben, tout ça, effectivement, se fait en plus des formations qui existent déjà. Ce qui fait que tout ça se traduit par des dizaines d'heures de cours supplémentaires. Et donc, une formation aujourd'hui, c'est en effet très lourd. Alors pour les petits brevets, heureusement, c'est pas le cas, notamment pour les brevets de simples matelots, mais on se rend compte que de plus en plus de formations intègrent j'utilise un terme volontairement entre guillemets, un verdissement en fait du référentiel pour prendre en compte la nécessité de préserver l'environnement marin, avoir conscience également qu'on travaille dans un milieu ouvert et qu'on est à la fois acteur et victime des évolutions, des pollutions, etc. Et être aussi sensibilisé au changement climatique. Je prends l'exemple des conchiliculteurs, des aquaculteurs. Bon, on sait très bien que dès qu'il y a une élévation de la température, eh bien, il y a des pathologies, il y a des phénomènes naturels, hein, mais qui se multiplient et qui entraînent des fermetures administratives pour des raisons sanitaires, par exemple de l'apparition de toxines dans les coquillages à des rythmes de plus en plus fréquents. Eh bien, tout ça, un jeune aujourd'hui qui rentre à l'école, il doit être totalement informé là-dessus et être conscient que son métier ne va pas être un long fleuve tranquille. Voilà. Mais tout ça, il faut qu'il l'intègre et qu'il l'anticipe du mieux possible. Et alors, est-ce que ça marche, ce contrôle aujourd'hui, Amélie Chardin? C'est dur de passer entre les mailles du filet, de faire de la... Oui, c'est vrai que c'était un jeu de mots intéressant, vous avez raison de le souligner, Geoffrey. Ça m'est venu comme ça. C'est dur de passer entre les mailles du filet, mais est-ce que ça marche, cette politique répressive de contrôle de l'impact humain, notamment en Méditerranée? Comment va la Méditerranée? Alors, paradoxalement, la Méditerranée, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux qu'il y a une vingtaine d'années. C'est pas uniquement l'effet des contrôles en mer, hein, c'est aussi une meilleure gestion de ce que nous rejetons en mer, et notamment par une amélioration notable de tout ce qu'on appelle stations d'épuration et capacité de traitement des eaux usées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un des référents, en tout cas une plante que tout le monde connaît ici qui s'appelle la posidonie, en fait, se porte mieux parce qu'aussi elle est moins polluée de tous ces effets d'eau usée et d'eau qui viennent de nos villes, hein, puisque la difficulté pour toute la côte ici, c'est la gestion du phénomène estival, avec des villes dont la population est multipliée jusqu'à 10 pendant 2 mois de l'année. Donc aujourd'hui, il y avait un très gros effort de l'État via les agences de l'eau pour travailler à cette pollution, on va dire, des eaux. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, nous le bon état écologique, en tout cas sur certains critères, il tend à être atteint. Après, en mer, tout ce qui est lutte contre les pollutions marines accidentelles, aujourd'hui fait que
grâce à l'Europe, je suis désolée, à la mise en place de tout le volet satellitaire de contrôle, aujourd'hui, on a régulièrement des détections de pollution. On envoie des avions ou des navires sur site. Ça permet de lever ou pas le doute sur la nature de la pollution. Et en ce moment, en fait, on a une recrudescence de pollution qui s'avère être en fait des bandes de Vélel suite au brassage des eaux et au courant marin, et qui fait qu'aujourd'hui elles apparaissent en pollution alors que c'est quelque chose entre guillemets de naturel. Ensuite, sur le volet contrôle, donc contrôle des pêches, oui, c'est un contrôle, on va dire, qui est historique. Ce n'est pas le préfet maritime qui en a la charge, il ne fait que coordonner suivant en fait des objectifs qui sont fixés. Et l'objectif aujourd'hui, c'est effectivement de faire en sorte que les navires n'utilisent pas des engins prohibés, utilisent le bon maillage, pêchent la bonne taille et au bon endroit, surtout au bon endroit. Et aujourd'hui, en fait, on a le développement d'un autre contrôle que nous, on appelle le contrôle de l'environnement marin, qui est le contrôle des mouillages en Méditerranée. On s'intéresse beaucoup aux ancres des navires et des gros navires. Et de façon plus générale aussi, on met l'accent depuis quelques années sur tout ce qui est dérangement d'espèces protégées, de façon à sensibiliser toute la chaîne sur cette préservation à l'environnement, qu'il soit marin, qu'il soit au-dessus de l'eau ou sous l'eau. Est-ce que ça va suffire, selon vous ? De toute façon, je vous dirais que c'est nous qui avons les cartes en main. Suffire, on va y croire très fort. L'éducation, entre guillemets, à l'environnement se fait, on va dire, dès le plus jeune âge, se fait en cours de formation avec les métiers de la mer, se fait ensuite par un plaisancier responsable sur l'eau qui reçoit tout un tas de dépliants et qui a une réglementation de plus en plus contrainte aussi sur son navire, avec par exemple l'interdiction de rejeter des eaux grises ou des eaux noires. On va dire qu'il y a un sens, ou en tout cas il y a un mouvement qui fait que ça doit aller mieux. À nous maintenant de faire en sorte que ce soit effectivement respecté. Stéphane Perron. Oui, je voulais rebondir sur ce que dit ma collègue. En fait, on a parfois l'impression que rien n'est fait, ou pas suffisamment en tout cas. Je peux vous assurer qu'il y a énormément d'actions qui sont menées, d'actions collectives. Je prendrai l'illustration d'un document qui s'appelle le document stratégique de façade, qui a été travaillé, élaboré et validé collectivement. Alors quand je dis collectivement, c'est pas seulement l'État, c'est également les collectivités, c'est les professionnels, c'est les scientifiques, les organisations non gouvernementales et également les syndicats, parce que c'est un fonctionnement type Grenelle. Donc c'est une instance, c'est l'instance de concertation de l'État pour la façade Méditerranée, qui est présidée à la fois par le préfet maritime et par le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et le document stratégique de façade, donc qui est l'émanation du Conseil maritime de façade, c'est une centaine d'actions, c'est 270 sous-actions dans différents domaines, à la fois sur la préservation des ressources, la diminution des pollutions, les questions portuaires, par exemple de rejet d'eau usée, des chantiers dans les ports, etc., qui doivent aujourd'hui être connectés au réseau. C'est également tout ce qui est éducation et sensibilisation à l'environnement. Et ce travail, je le souligne, c'est un travail collectif. C'est pas le travail d'un seul, c'est un travail de concertation, donc il peut paraître lent parce que il faut le consensus, bien entendu. Et ce document stratégique de façade qui est en œuvre, et 80% des actions ont déjà démarré. L'objectif c'est d'atteindre le bon état écologique des eaux. Et ça, c'est une obligation communautaire, donc européenne, qui répond à 2 directives. En fait, le document stratégique des façades répond à 2 directives communautaires. Une directive cadre qui s'appelle la directive cadre stratégie pour le milieu marin, qui vise au retour au bon état écologique des eaux, et une deuxième directive qui est une directive sur la planification des espaces maritimes. Donc ce document-là, qui est un peu techno, je l'accorde, qui fait quelques milliers de pages, que vous pouvez retrouver sur le site de la DIRM si ça vous intéresse. Et il y a notamment un document de synthèse qui permet de rentrer assez facilement dans le document, et ensuite, si vous êtes intéressé par une action particulière, vous irez chercher le document un peu plus détaillé. Ce document-là, c'est vraiment le document qui doit permettre à la France, en tout cas à la Méditerranée, d'atteindre ses objectifs et de faire en sorte que la mer que nous laissons, après nous, soit
d'au moins aussi bonne qualité Vivable. que celle que nous avons trouvée. Ça, c'est votre ex qui a fait ça, vous voyez? L'Europe. Passons. Deuxième enjeu, enfin, deuxième type d'enjeu traité dans cette table ronde, c'est les enjeux sociaux et en même temps, ils sont intimement liés aux enjeux environnementaux, vous vous en doutez. Vincent Rigaud, aujourd'hui, avec les progrès de la technologie, on pourrait, pour une partie des métiers de la mer, travailler depuis son salon. On pourrait ne plus partir en mer pour travailler en mer. Est-ce que c'est souhaitable ? C'est possible, c'est pas forcément souhaitable, tout dépend ce qu'on cherche à faire. Si on veut réduire notre impact environnemental sur notre occupation de l'océan, ça peut avoir du sens. Mais ça va être difficile de motiver les gens. Hein. En écoutant Stéphane et Amélie, moi, je me disais, oh là là, moi si je suis jeune dans la salle, mais je fuis, quoi. C'est surréglementé, il n'y a plus de liberté. Moi je pense que bon, il faut ramener les choses à leur juste valeur. On connaît peu l'océan. Alors on parle de la Méditerranée. Prenons la Méditerranée. La Méditerranée, c'est 0,66% des océans mondiaux. C'est 10 000 espèces, dont la moitié sont endémiques, connues. On connaît à peu près 250 000 espèces vivantes dans les océans, qu'on a référencées, avec hors micro-organismes. Il y en a peut-être 2 millions. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir, et il y a des choses qui évoluent. Je crois que notre table ronde, elle est suivie par une table ronde avec Boris Cyrulnik. Il faut parler de résilience. Là, on a parlé de l'état de l'océan tel qu'on le voit aujourd'hui. On prend la photo aujourd'hui. Vous auriez pris la photo de nos plages dans les années 60, il ne fallait pas se baigner. Hein. Les steppes ont été, enfin, les stations d'épuration ont été mises en place. Donc on peut agir pour améliorer l'état de l'océan et le rendre utilisable. Parce que si l'océan ce n'était qu'une photo dans une vitrine, c'est pas non plus ça. Il faut qu'on puisse pêcher, il faut qu'on puisse exploiter les ressources que l'océan contient, et il faut faire confiance à la résilience. Je vais juste vous raconter une histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec votre question, mais que j'aime bien, c'est l'histoire des sardines et des anchois. En 10 ans, la taille des sardines a été divisée par 2. On ne comprenait pas pourquoi. Il a fallu que les chercheurs cherchent pour comprendre un petit peu. Au début, on a accusé les pêcheurs, hein, comme d'habitude. Hein, on leur a dit vous surpêchez, et puis eux, ils nous ont dit non, et puis ils ont voulu négocier les compensations. Et puis en fait, on a compris, parce qu'il a fallu acquérir de la connaissance, il a fallu observer. On s'est rendu compte qu'il pleuvait plus, donc les apports du Rhône étaient supérieurs, donc moins de salinité. On s'est rendu compte que l'océan avait pris 1 degré en 10 ans, enfin la Méditerranée avait pris 1 degré en 10 ans, et que ça avait changé la composition du plancton, donc le régime alimentaire des sardines. Elles mangeaient différemment, donc du coup elles avaient une activité, elles étaient plus petites, mais comme elles étaient plus petites, elles avaient une activité sexuelle supérieure, et en fait, il faut voir les choses positives. En masse, il y a autant de sardines aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, sauf qu'elles sont plus petites. Donc il faut que la pêche s'adapte, avec des filets différents, et que la commercialisation s'adapte. Au lieu d'avoir le barbecue avec la maille de 10, maintenant vous aurez le barbecue avec la maille de 5, ou on fera du surimi de sardines. Voilà. Et il faut que la réglementation suive. Donc en fait, tout ça, c'est très compliqué, parce qu'il y a des dynamiques. L'océan change, a toujours changé. Il peut changer dans le bon sens. On peut avoir un impact par la réglementation, par l'aménagement, par les modes d'utilisation de l'océan, que ce soit la pêche. On parle beaucoup de la pêche, mais il n'y a pas que la pêche. Hein. Je suis désolé, vous faites tous le plein de votre voiture. Hein. Il y a des hydrocarbures, il y a du gaz, il y a des ressources minérales. Aujourd'hui, on ne les exploite pas, mais peut-être qu'un jour, on sera contraint de le faire, parce que nos sociétés ont besoin de ces ressources. Donc, l'exploitation durable de l'océan, ça nécessite de la connaissance, ça nécessite de développer des métiers qui puissent exploiter durablement. C'est le cas de la pêche depuis des millénaires. Hein. Si les pêcheurs ne vont pas tuer la ressource, ils ont l'expérience. Mais il faut aussi apporter de la connaissance, parce que ces choses-là évoluent et peuvent évoluer vite. Donc moi, le concept de résilience, je ne vais pas pouvoir rester à la table ronde qui suit, mais je pense qu'il illustre très bien ce qu'est notre milieu, à la fois sous l'angle des ressources, mais aussi la résilience de nos sociétés sous l'angle de l'adaptation. Une économie bleue durable, une exploitation de la mer durable, ce n'est pas une utopie? Non, ce n'est pas une utopie. C'est pas du tout une utopie. Alors, il y a des choses qu'il faudra faire évoluer. Dans les années 60-70, on a urbanisé notre littoral de manière empirique. On n'imaginait pas qu'à l'époque, on ne savait pas que les juvéniles sont recrutés et se reproduisent à terre. Et quand on a fait des ports avec des parois verticales, les juvéniles ne peuvent pas se cacher. Donc le recrutement est plus faible. Le niveau de la mer monte, nos infrastructures vieillissent. Si demain on doit les reconstruire, on fera des ports avec des quais alvéolés ou avec des récifs artificiels pour que le recrutement soit possible. Ce qui permet à la fois d'avoir du nautisme. Bon,
le sens du nautisme peut se discuter, mais aussi d'avoir de la pêche. Donc, avoir une vision intégrée, alors nous on dit écosystémique, c'est un mot scientifique, ça veut tout dire et rien dire, qui intègre à la fois la pression de la terre sur la mer, la pression de l'usage de la mer par les professionnels de la mer et l'évolution naturelle des écosystèmes, ça permet quand même d'avoir devant nous des tas de métiers à développer, des tas d'évolutions positives à avoir, que ce soit dans le domaine du nautisme avec l'utilisation de nouveaux matériaux, que ce soit dans le domaine de la programmation des activités en mer avec des nouvelles activités, comme c'est le cas avec l'éolien aujourd'hui, mais il n'y a pas que l'éolien, il y a d'autres sujets. Tout ça nécessite forcément d'avoir un travail collectif entre l'Europe, les services de l'État, les scientifiques et les professionnels. On va terminer cette première table ronde. Vous pourrez nous faire part de vos questions et de vos remarques à la suite. Avec vous, Sylvie Revès, parlons justement de ces métiers. Il y en a plein des métiers. C'est des filières qui recrutent. Il y a un vrai potentiel économique avec cette mer magnifique bleue qui nous entoure. Oui, alors on a justement Laurence Boussu qui est présente ce soir et qui est chargée des relations entreprises et notamment de travailler auprès des entreprises pour déterminer les besoins qui des fois peuvent se traduire par des formations pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises. Donc je vais lui proposer d'intervenir sur ce volet Si on a un emploi. micro pour Madame Boussu, qui travaille avec vous au CFA à la Seine. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Il y en a des métiers, il y en a plein qui recrutent. Alors, on parle de 900 métiers, d'une centaine de métiers vraiment identifiés cœur-mer. À Toulon, il y a une spécificité très particulière, c'est qu'il y a un campus des métiers des qualifications et d'excellence économie de la mer qui travaille en particulier à l'attractivité de ces métiers. C'est une chance d'avoir ça sur notre territoire. C'est une chance. Donc, il y a plusieurs partenaires. Il y a donc l'Université de Toulon pour tout ce qui va être recherche, développement, IA, cybersécurité, très présente dans le monde de la mer, qui travaille également avec la Marine nationale. On a l'Union des industries métallurgiques et minières pour le monde du naval, tous les métiers du métal. La Chambre des métiers pour les métiers embarqués, de la maintenance nautique. On a la Banque des territoires, on a la FMES. Donc on a un consortium public-privé. On a des entreprises comme MB92. Enfin voilà. Tout ce monde-là s'est mis autour de la table pour se dire comment on réfléchit au monde de la mer de demain et comment on le promeut et on le valorise. Donc il y a une plateforme technique qui s'appelle le Format Campus qui est hébergée sur le site de l'IPFM de la Seine-sur-Mer, qui est une plateforme haute technologie avec l'avenir de demain, des outils pédagogiques en 3D, des casques en réalité virtuelle, des films qui permettent aux jeunes de découvrir les métiers de la mer. Alors on a reçu plus de 2000 personnes en moins de 2 ans, ce qui est beaucoup. On reçoit des publics de collégiens, de lycéens, auxquels on parle. Alors les collégiens, ça va être de l'orientation. Les lycéens, on va leur parler aussi des parcours post-bac sur l'ingénierie sous-marine, la robotique, la mécatronique. Et on reçoit également beaucoup de publics en reconversion professionnelle ou qui s'interrogent sur les métiers de la mer. C'est vraiment un enjeu social à venir, c'est comment on va arriver à nourrir tous ces métiers et à satisfaire les entreprises. Si je peux me permettre, dans la rade de Toulon, on a quelques paquebots qu'on connaît, comme Naval Group, comme IMS, comme Monaco Marine, mais on a une myriade de sous-traitants. Il faut savoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur compte le plus d'entreprises artisanales dans le monde du nautisme. Donc cet enjeu social, il est important parce qu'on a du mal aussi à détecter les réels besoins des entreprises. On sait dire avec France Travail, qui fait un travail, là pour le coup, assez important. On a la chance à la Seine-sur-Mer d'avoir Marie-Josée Pérez, qui est la directrice référente des métiers du maritime pour la région sud, et qui nous accompagne, qui accompagne tous les acteurs du secteur. On sait que 30% des besoins de l'année dernière, en 2022, les derniers chiffres, c'était plus de 12 000 offres d'emploi, dont la moitié n'était pas pourvue, dans les métiers de la maintenance et dans les métiers du portuaire. Il y a par exemple des métiers méconnus dont on parle, ça va être les scaphandriers. Je rejoins M. Rigaud sur les infrastructures portuaires. On a aussi de très très belles reconversions professionnelles. Là, ça fait partie de nos plaisirs. On a des jeunes qui sont rentrés actuellement au CFA de la Seine-sur-Mer. On a plus de 80 apprentis, tous secteurs confondus. Depuis le début de l'année, on a formé plus de 60 marins. On a été à l'initiative de la création d'une nouvelle formation
qui répond à un nouveau besoin qu'on appelle le personnel hôtelier polyvalent navigant. On est entre le matelot et le yachting. Donc là, c'est des personnes qui vont partir sur des frettes de type Corsica, Linéa. Les ferries, bien sûr. Les ferries les ferries surtout de transport à passagers. Voilà, donc on a cette spécificité à Toulon avec vraiment, c'est une plateforme qui est unique en région. L'équivalent, il est à Brest. Donc j'invite tout le monde aussi à se saisir de cette plateforme, aux personnes qui sont présentes, à en parler à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Vous pouvez nous rappeler le nom? C'est le Formed Campus. Formed? Formed comme F-O-R-M-E-D, ouais, Campus. Voilà. Et un centre ressources pour toutes les personnes qui s'intéressent de recherche sur les formations à venir, mais également d'information et d'orientation. On est un espace neutre. J'insiste sur la neutralité et par exemple sur les ateliers France Travail qu'on anime une fois par mois le jeudi matin. C'est un atelier en mode agile, collaboratif, moins didactique, où on va s'interroger aux personnes qui sont présentes et en fonction de leur parcours professionnel, on va leur indiquer peut-être comment maritimiser des compétences. Par exemple, quelqu'un qui était électricien à terre peut très bien devenir électricien naval. Bon, on a un très bel exemple de reconversion, c'est une jeune femme qui était pâtissière. Vous allez me dire quel est le rapport? Eh bien, en fait, elle est partie dans la filière composite. Pourquoi? Parce que le composite, c'est de la cuisine. C'est de la chimie et de la cuisine. Et là, assez familièrement, elle s'éclate. Voilà. Elle est en plein air, elle travaille sur des catamarans et elle a découvert une nouvelle vocation. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui sont des travailleurs de la mer, qui travaillent avec la mer, pour la mer, au service de la mer? Ou est-ce que vous découvrez ce milieu-là? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent faire une remarque ou poser une question? Oui, il y a une question juste là. Merci beaucoup pour le micro. Bonjour, merci encore pour vos interventions. De la même manière que chez les agriculteurs, on s'est rendu compte qu'ils avaient développé une polyactivité. C'était plus forcément l'agriculture, mais il y a des chambres d'hôtes, du photovoltaïque, de l'éolien, etc. Est-ce qu'au niveau des gens de mer, on va dire on va rester en Méditerranée, est-ce qu'on a observé que justement les générations d'aujourd'hui ou les générations qui viennent ont tendance à vouloir se mettre dans la polyactivité? Par exemple, je suis pêcheur, mais je vais essayer d'avoir une autorisation d'occupation temporaire pour pouvoir faire mon petit resto, faire ma dégustation, voire créer des zones éoliennes ou du développement. Donc le gens de mer qui devient avec restaurateur ou prise électrique. Merci. Des slasheurs des mers. Qui souhaite répondre? Je vais commencer, vous pourrez peut-être compléter. Alors ça existe notamment dans la conchyliculture, où de plus en plus de producteurs, on devient producteur, restaurateur, ou en tout cas des points de dégustation. Ce n'est pas de la restauration, parce que normalement on n'a pas le droit de cuisiner, donc c'est uniquement donc des produits crus, des produits frais, et donc il n'y a pas de transformation derrière. Donc ça c'est quelque chose qui existe et qui, un peu sur le modèle agricole que vous mentionniez, mais qui va même parfois un peu loin. C'est-à-dire que l'activité de dégustation ou restauration devient majoritaire par rapport à l'activité de production, ce qui nous pose quand même un problème. Parce que la diversification qui doit permettre de passer les mois difficiles ou les mois moins touristiques, etc., là, on atteint un petit peu les limites. Sur la pêche, c'est un peu plus compliqué, du fait des contraintes que j'ai mentionnées tout à l'heure, parce que pour l'administration, un navire de pêche, c'est un atelier flottant. Et qui dit atelier ou usine flottante dit règles de droit du travail, notamment un certain nombre de contraintes, notamment par rapport à l'embarquement des jeunes, des mineurs, on en parlait tout à l'heure, mais aussi si on veut embarquer par exemple des touristes pour découvrir l'activité de pêche, alors c'est possible, il y a eu des démarches dans ce qu'on appelle le pescatourisme. C'est la même chose que l'agritourisme, sauf que c'est moins simple d'accueillir des touristes sur un bateau de pêche que leur faire visiter une ferme. Voilà. Donc c'est compliqué parce qu'il faut que le navire soit en capacité d'accepter ces personnes en complète condition de sécurité, et parfois ça nécessite des aménagements sur les navires, voire des choix un peu drastiques. Par exemple, je ne vais pas embarquer tous mes filets, je vais limiter mes filets pour pouvoir embarquer une ou deux personnes. Donc, économiquement, techniquement, c'est assez compliqué. Alors, il y a des exemples de réussite, mais j'allais dire que tous les pêcheurs
ne peuvent pas se convertir au pescatourisme. Et tant mieux. Hein. Je préfère que les pêcheurs ils vivent de leur travail et qu'ils participent, je dirais, à l'alimentation de la population et à la souveraineté alimentaire, plutôt que voilà. Mais il y a un certain nombre de freins qui nous empêchent. Je ne sais pas si Geoffrey Ménard, vous nous disiez qu'il y a certaines années où vous devez partir plus de 300 jours en mer pour être rentable. C'est difficile pour vous d'envisager de caler une activité secondaire dans cet emploi du temps ? C'est ça. Je vais vous dire. Alors, je pense que la pluriactivité, ça peut être un choix. Ça peut être un choix intelligent pour avoir une vie à côté, une vie de famille. Bien que les gens qui deviennent capitaine d'un navire de pêche, patron de pêcheur ou même matelot, dans ce choix-là, ils ne le savent pas directement, mais ils vont sacrifier leur vie de famille et leur temps libre. Un marin pêcheur, c'est un peu comme devenir moine. Hein. Je dis pas qu'on est des saints, mais voilà, c'est jour et nuit à la mer et il n'y a pas de code du travail, il y a que du travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est jour et nuit, on n'arrête pas. Avoir un restaurant, quelque chose à côté, si on fait le métier entièrement, à 100%, c'est impossible. Parce que généralement, on va avoir entre 3 et 4 heures par jour pour dormir. Donc tenir un restaurant derrière, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Donc pourquoi pas ? Ça peut être un modèle d'évolution. Ça peut permettre de faire découvrir ces métiers-là, nos produits aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui sont sensibilisés aux différentes espèces de poissons qu'on a ici. Il y a beaucoup de gens qui mangent des espèces qui sont le plus communément consommées, comme le loup, la dorade, alors qu'on a des espèces qui économiquement valent très peu, moins de 5 € du kilo, même moins de 10 € du kilo, qui sont excellentes, méconnues, avec des préjugés. Des noms. Comme le mulet. Le mulet, la sope, la bogue, le sévreau, voilà. Il y a plein de... C'est très bon. Excellent. Et c'est pas cher. On peut les faire fumer en cru, c'est pas cher. Voilà. Vraiment. Non mais c'est intéressant aujourd'hui, vu qu'on parle d'inflation, on a du mal à manger des produits sains. Aujourd'hui, quelqu'un je vous donne un exemple à la con, mais quelqu'un qui va dans un magasin bio et qui se dit je vais apprendre à bien manger des produits issus du commerce équitable ou autre, oui, je rentrerai pas là-dedans, mais c'est quand même un budget. Aujourd'hui, pas tout le monde a les moyens de le faire. Alors que manger du poisson tous les jours, je vous garantis que pour moins de 10 € par jour, vous pouvez manger du poisson 2 fois par jour. Et si on veut manger de la viande, c'est pas avec 10 €, quoi. Voilà. Manger du poisson. Il y a un visage que je reconnais là-bas, qui est celui de Camille Lopez, que j'ai eu la chance d'interviewer déjà, et qui travaille dans l'hydrogène, et qui forme les plaisanciers, les professionnels de la mer à cette énergie-là. Enfin, c'est pas vraiment une énergie, c'est une ressource. Camille Lopez, est-ce que vous avez envie de partager avec nous une remarque ? Alors maintenant que je suis pointée du doigt, je vais le faire. Vous êtes en face de moi et en rouge. Donc... c'est du orange, Adalou, mais... Non, bonsoir à tous. Oui, en effet, j'ai créé un bureau d'études il y a 3 ans maintenant, à Sifour-les-Plages dans le Var et également sur Monaco. Et on s'est vraiment spécialisé pour les ports et les navires également, de façon à ne pas traiter qu'une partie du sujet, sur les points de transition énergétique. Je vais me permettre de dire sans lobbying, dans le sens du mix énergétique. Donc un peu plus tôt, c'est vrai que vous parliez de l'hydrogène. Et en fait, il y a une déclinaison assez faramineuse de vecteurs de stockage d'hydrogène, de transport d'hydrogène, de combustion d'hydrogène, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on s'attache à faire pour nos clients. On travaille pour des chantiers navals comme San Lorenzo, par exemple, dans la Grande Plaisance. Et côté portuaire, pour le golfe de Saint-Tropez, où on a pu faire des livraisons de stations de distribution hydrogène en prédimensionnement, donc c'est au tout début du projet. Et on aborde toujours ça avec la plus grande neutralité possible, nous, vis-à-vis du client, pour ne pas préconiser des énergies qui seraient une discussion politique. Et suite à ça, on a développé donc une formation pour laquelle on a passé Calliope, d'ailleurs la semaine dernière, très fraîchement, de façon à être extrêmement conforme au niveau des process qualité. Et donc on aborde sur une journée les énergies et leurs couleurs, pour aussi expliquer, je reprends l'hydrogène, c'était le mot de ce soir, mais l'hydrogène, qu'est-ce que c'est, mais comment est-ce qu'on peut diminuer la pollution en navigation,
Comme quoi on peut faire de l'hydrogène qui pollue autant que du gasoil, il faut le dire, mais on peut faire de l'hydrogène qui pollue moins. Donc voilà, d'aborder tout ça, puis de la technologie, une fois qu'on a l'énergie, où est-ce qu'on la brûle, comment on la stocke, comment on la transporte, quelles sont les contraintes. Puis la partie réglementaire qui a toute son importance, et il y a de sacrés experts dans la salle ce soir. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le déplacement suite à l'invitation. Et l'analyse du cycle de vie, qui souvent est un peu mis de côté, mais aujourd'hui est dans chacun de vos commentaires. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. C'est bien d'innover et de penser à plein de choses, mais la résilience et la meilleure énergie qu'on va diminuer, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc aussi de reprendre un peu à zéro. Vous parliez de fibres de lin sur les coques. Il y a une multitude de développements qui sont faits avec des marques comme Windelot, dans le sud de la France, sur des voiliers catamarans. Donc voilà, on aborde tous ces sujets dans la formation. Mais c'est vrai que, est-ce que vous diriez que vous êtes un travailleur de la mer, Camille Lopez? Vous vivez comme ça, vous? Non, je suis une enfant, je dirais, de la mer, dans le sens où j'ai grandi à Sifour. On a toujours eu un pointu au Brusque, qui s'appelait Camille, du coup. Un petit pointu cabine de 7 mètres. Donc j'ai grandi les pieds sur le bateau depuis mes 3 mois. J'ai passé mon hauturier, mon CRR, en me disant si un jour je veux aller en Corse, je voudrais pas être bloqué administrativement parlant. Donc le permis d'abord et le bateau ensuite. Par vie personnelle et par passion, oui, je ressens un fort attachement à la mer et c'est pour ça que j'ai choisi de quitter l'auto pour venir sur cette industrie. Mais ne travaillant pas à bord toute la journée, je me décrirais pas non plus comme travailleur de la mer au sens professionnel. Je dirais un pied de chaque côté un petit peu. Un pied de chaque côté. Est-ce qu'il y a des passionnés de la mer parmi vous? Est-ce que c'est ça qui vous a fait venir sur cette table ronde? Vous aviez envie d'entendre quoi, de comprendre quelque chose, d'identifier les métiers? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. C'est la saveur d'être ensemble et de pouvoir échanger en direct avec nos intervenants. Une question, on a beaucoup parlé du littoral. Ici, on parle des grandes profondeurs et des métiers rattachés aux grandes profondeurs, et notamment en dehors de l'Ifremer, mais aussi à l'exploitation des grandes profondeurs. C'est un sujet quand même important, puisque pour l'instant, c'est un métier en développement, malheureusement. Est-ce qu'on peut est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Vincent Rigaud, l'Ifremer. Bon, d'abord, il faut définir les grandes profondeurs. On dit qu'on est en grand fond dès qu'on est dans le noir absolu, donc 200 mètres pour certains, c'est les grands fonds. Nous, c'est pas 200 mètres, nous, on est plutôt 6000 mètres, ce qui correspond à 97% de la surface océanique. Donc on explore ces zones-là depuis de nombreuses années avec des submersibles et les robots. Et on opère à l'Ifremer, c'est peut-être pas très connu, des permis miniers en mer. Donc on a un permis dans le Pacifique sur des nodules polymétalliques qu'on exploite depuis plus de 50 ans maintenant, d'exploration, des permis d'exploration. Et on a un permis sur les sulfures au milieu de l'Atlantique qui fait à peu près la moitié de la France en surface, en termes de zone. Aujourd'hui, il y a un moratoire qui a été décidé par le gouvernement français sur la non-exploitation de ces ressources. Bon, il y a aussi des choses qui sont en train de se tramer du côté de Wallis et Futuna, où il y a des zones avec ce qu'on appelle des terres rares, qui sont des métaux précieux, qui peuvent être utiles à notre industrie si un jour il fallait se passer de la ressource essentiellement chinoise aujourd'hui. Donc c'est des questions d'enjeux géopolitiques. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais dans les métiers de la mer, il y a aussi des enjeux géopolitiques. La France a le 2e domaine maritime mondial. Dans ce domaine maritime, il y a des ressources potentielles qu'on n'exploite pas aujourd'hui parce qu'il faut acquérir de la connaissance pour savoir si cette exploitation ne fera pas trop de dégâts sur les écosystèmes impliqués. Et puis après, il faut qu'il y ait un modèle économique. Sur les nodules polymétalliques, c'est par 6000 mètres de fond, c'est sur des zones abyssales, on pourrait les ramasser. L'impact sur l'environnement serait probablement pas extraordinaire. C'est la morne plaine, quand même, à 6000 mètres dans le Pacifique. Mais d'un point de vue économique, aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Parce qu'il vaut mieux exploiter des ressources à terre. Donc il y a un momentum qui aujourd'hui n'est pas encore là pour qu'on aille vers l'exploitation. Maintenant, comme on a un jardin qui est important, il faut qu'on entretienne notre jardin. On ne sait jamais, un jour, ça peut avoir une utilité pour nos sociétés. Mais voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Sachant que pour nous, c'est 6000 mètres sur les grands fonds, parce que c'est comme ça. Mais après, il y a les ultra grands fonds, jusqu'à 11 000 mètres, où là, il y a encore probablement moins de vie. Il y en a toujours, il y en a moins, et moins de choses à exploiter. Donc aujourd'hui, oui, c'est ça. Il y a 3 thématiques sur lesquelles on se pose de vraies questions. C'est ces sulfures, ces nodules polymétalliques
Et puis les encroûtements avec les zones riches en terres rares, qui, elles, d'un point de vue géostratégique, peuvent avoir l'intérêt. Il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, ce n'est pas de l'exploitation, mais 97% de nos communications numériques passent par les câbles sous-marins. Donc dans le contexte géopolitique actuel, il est important d'avoir une forme de maîtrise de ces fonds marins. Donc aujourd'hui, enfin ça fait longtemps que l'Ifremer est présent dans les grands fonds, mais la marine ne l'était pas. Et aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt sur l'exploration des grands fonds sous l'angle géostratégique et sous l'angle de la protection de nos infrastructures, on va dire. Donc il y a un programme qui est lancé et aujourd'hui, la dualité entre la recherche, enfin les outils utilisés pour la recherche et les outils utilisés pour la protection du patrimoine national au sens global, est en train de se mettre en place. Donc les métiers qu'on va avoir dans les domaines scientifiques, on les retrouve aussi dans les domaines de la défense nationale, et ça a été évoqué par Amélie tout à l'heure. C'est paradoxal de savoir que c'est le préfet maritime qui est là pour protéger l'environnement, mais pourtant c'est super important. Il a les moyens d'action que les scientifiques n'ont pas. Les scientifiques peuvent être éventuellement des gens qui vont faire de l'alerte, ils apportent de la connaissance, mais ils n'ont pas toujours les moyens d'action. Donc c'est l'affaire de tous.